Bonjour, les princesses ont toujours raison. C'est pas seulement le titre de mon nouveau livre, que je suis ravi de vous présenter, mais c'est ma conviction profonde. Oui, les princesses ont toujours raison. Ça va pas de soi parce qu'on nous a mis dans le crâne le contraire, que les princesses sont un peu niaises, elles sont très belles, mais au fond, elles peuvent rien faire et elles attendent passivement que le prince charmant vienne les délivrer de leurs problèmes. Et dans cette vidéo, je voudrais vous montrer pourquoi c'est complètement faux. Prenons un exemple. Hansel et Gretel. Vous vous souvenez, Hansel et Gretel sont deux enfants abandonnés par leurs parents dans la forêt. Ils voient au loin une maison, ils sont ravis, ils la voient, elle est en pain d'épices, en bonbons, ils la mangent. Ils sont un peu naïfs. Ils se rendent pas compte qu'il doit y avoir anguille sous roche, parce que quand même, une maison magnifique comme ça n'existe pas. Vous voyez, mais ça fait partie de toutes les promesses que les gens font. Si vous faites ça, tout va bien se passer. Alors, évidemment, derrière, il y a un lézard, il y a une sorcière qui va les attraper pour les manger. Le petit garçon est mis dans une cage, et il pense qu'à une chose, c'est manger. Et il mange, il mange. Évidemment, la sorcière, elle est ravie parce qu'elle veut le bouffer. Heureusement, Gretel, vous voyez, c'est elle qui résonne dans le conte, se dit si je fais rien, ça va mal finir, il faut que je trouve une solution pour sauver mon frère. Donc elle le laisse manger, parce que là on peut rien faire, il est complètement... Elle lui donne un os tout maigre, et quand la sorcière terrible vient pour tâter le doigt d'Ansel, parce qu'elle est un peu aveugle, elle voit pas très bien, elle trouve qu'il est encore trop maigre. Et le stratagème fonctionne le temps que Gretel essaye de trouver une solution pour les sortir de là. Avec beaucoup d'acuité, elle essaye de voir comment s'en sortir. Puis un jour, la sorcière, vous vous souvenez, elle décide qu'elle va manger le petit garçon, tant pis s'il grossit pas, et elle demande à Gretel d'allumer le four. Et là, Gretel lui dit ah, je sais pas comment faire. La sorcière rentre dans le four, Gretel ferme la porte et se sauve, et elle a libéré son frère. Vous voyez, alors là, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même la petite fille, qui est une princesse, qui trouve comment s'en sortir, qui est intelligente et qui fait tout le boulot. Eh bien, c'est souvent comme ça dans la plupart des contes. Vous êtes peut-être pas complètement convaincu. Évidemment, on pense à la Belle au bois dormant. Là, elle dort pendant un siècle, le prince arrive, l'embrasse, et elle est libérée. Donc là, vous allez me dire, ça va contre ce que j'expliquais. Attention, reprenons le conte. La Belle au bois dormant est enfermée dans une situation avec son père et sa mère qui lui cassent les pieds et font qu'elle est complètement enserrée, enfermée. La prophétie raconte que le jour de ses 18 ans, elle sera piquée par un fuseau qui la fera dormir pendant un siècle. Les parents font une loi qui interdit d'avoir des fuseaux dans le royaume. Les années passent, et alors là, quand même, étrange, le jour de ses 18 ans, les parents sont pas là et partent en voyage. On se dit, mais quand même, ils sont un peu bizarres. Et la Belle au bois dormant n'a qu'une envie, c'est courir partout dans le palais. Elle finit par trouver au sommet d'une tour une vieille femme qui n'avait pas su le décret et qui avait un fuseau. Elle s'en approche, elle se pique et elle s'endort. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais tout le monde est au courant. Elle voit le fuseau, c'est qu'elle avait bien envie de se faire piquer. Et pourquoi elle avait envie de se faire piquer? Parce qu'elle était dans une situation impossible. Imaginez les parents qui s'en vont. Il y a bien quelque chose là qui déraille, qui déconne, et donc elle se dit, là, il faut que je me mette en repos, il faut que... C'est une métaphore, au fond, un siècle de sommeil, c'est prendre un temps d'arrêt pour se retrouver elle-même. On raconte que c'est le prince qui a fait tout le boulot, qui est venu la sauver et la libérer en l'embrassant. Mais regardez l'histoire. Tant que le siècle ne s'est pas déroulé, aucun prince ne peut passer. Aussi brillants, intelligents, ils ne peuvent rien faire. Quand le siècle est écoulé, la porte s'ouvre, les ronces disparaissent, et le prince n'a que passer, voir la princesse et l'embrasser. Autrement dit, il n'a rien fait, il est encore complètement impuissant. Ce qu'on a oublié, c'est que les versions premières du conte ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est Walt Disney qui finit là. Dans tous les contes, le prince n'a aucun courage, pour l'instant, il est même complètement lâche. Il se marie avec la Belle au bois dormant, ils habitent dans une forêt cachée, il ne le dit à personne, ils ont des enfants, il est terrorisé par sa mère. Sa mère est terrible, c'est une ogresse, il en a peur, il n'ose pas lui dire qu'il est marié. Enfin, vous voyez, le pauvre, il est vraiment lâche. Et c'est vraiment la Belle au bois dormant qui est une princesse qui a raison, qui voit et qui va de l'avant. Je pourrais vous raconter plein d'autres contes. À chaque fois,
ce qui est surprenant, c'est que c'est les princesses qui ont toujours raison et que les princes ont besoin des princesses pour pouvoir s'accomplir et pas l'inverse. Vous savez, on trouve même ça dans la mythologie. L'histoire de Thésée qui va libérer le Minotaure, il est courageux, il va dans le labyrinthe, il va libérer tous les prisonniers du Minotaure, mais sans Ariane, qui lui donne le fil d'Ariane, qui lui permet de sortir du labyrinthe, il ne pourrait rien faire. Il a bien sûr de la force, mais sans l'intelligence, la clairvoyance, la patience, la finesse d'Ariane, il peut rien faire. Donc les contes de fées et les mythes nous parlent de quelque chose que nous avons profondément oublié et que je crois merveilleux, extraordinaire de redécouvrir. Ce que je propose dans ma lecture des contes, c'est une lecture, on pourrait dire, philosophique. Qu'est-ce que ça veut dire ? La philosophie, c'est le fait d'interroger notre existence. Comment faire pour vivre bien ? Comment faire pour vivre mieux ? Comment faire pour être heureux ? Ça, c'est la grande question qui naît avec Socrate. Qu'est-ce que c'est une vie juste ? Qu'est-ce que c'est une vie bonne ? Et moi, je crois que les contes nous parlent de cela. Qu'on a oublié, qu'on raconte que les contes, c'est des récits pour les enfants, mais on sait aujourd'hui que les contes étaient d'abord racontés pour les adultes comme une manière extrêmement profonde de témoigner de comment s'orienter dans l'existence par rapport aux difficultés que chacun peut avoir. Malheureusement, au XVIIe siècle, il y a eu une lecture des contes qui est devenue très moraliste. C'est souvent ce que fait Perrault, qui a beaucoup de talent par ailleurs, mais il raconte dans chaque conte des petites morales. Donc le Chaperon rouge, au lieu que c'est un conte extraordinaire, que le petit Chaperon rouge est une princesse qui se libère des obstacles, c'est pas du tout ce qu'on croit, on finit par dire attention, la morale de l'histoire, c'est les petites filles doivent obéir à leur maman et pas aller jouer dans les bois, alors qu'en réalité, le sens du conte, c'est petites filles, allez jouer dans les bois, allez découvrir l'étrange et l'inconnu, c'est comme ça que vous allez grandir. Donc il y a une lecture moraliste un peu simpliste qui est posée sur les contes et qui en obstrue un peu le sens. Puis après, au XXe siècle, il y a toute une lecture psychanalytique. Je ne vais pas revenir dessus, mais je crois qu'elle est extrêmement datée, où on nous explique que, par exemple, pour le petit Chaperon rouge, c'est qu'elle a les problèmes avec le fait de devenir pubère et que c'est vraiment lié à son complexe d'Oedipe. Moi, je ne suis pas du tout convaincu, et d'abord pour une raison très simple, c'est que je me souviens, petit enfant, comment j'adorais quand mon grand-père me racontait le conte du petit Chaperon rouge, et quand il disait « j'ai de grandes mains, c'est pour mieux te saisir, mon enfant », je tremblais et en même temps, ça me fascinait, et je lui demandais sans arrêt de me re-raconter le conte. Donc je crois qu'en faisant une lecture philosophique, en se libérant de la morale, de cette lecture psychanalytique très datée, qu'on essaye de regarder ce dont cela parle, par rapport à notre existence. Par exemple, le petit Chaperon rouge, on se rend compte que ça nous parle de, justement, vivre, c'est approcher le loup, c'est approcher l'inconnu, qui à la fois nous fait peur et nous fascine. Parce que s'il n'y a pas d'inconnu, si c'est juste la routine, notre vie n'est pas intéressante. Donc il faut risquer quelque chose, rencontrer quelqu'un et se demander si ça va être merveilleux ou si ça va être inquiétant. Pour vous dire la vérité, quand j'ai écrit mon livre, j'ai été coincé sur le conte du petit Chaperon rouge pendant des mois. J'avais tous ces éléments, mais il y avait quelque chose qui me manquait. Je me disais, mais je comprends pas le sens du conte. Jusqu'à ce que, à force de recherche, je découvre les versions orales du conte du petit Chaperon rouge. Et là, aux stupeurs, le conte ne finit pas comme dans la version de Perrault, et encore moins comme dans la version de Grimm. Dans la version de Perrault, le loup mange la petite fille et la grand-mère. Dans la version de Grimm, heureusement, il y a un chasseur qui arrive, c'est-à-dire un homme, parce que les pauvres ne peuvent pas faire grand-chose par elles-mêmes, qui ouvre le ventre du loup, et la petite fille et la grand-mère se libèrent. Or, dans les contes anciens, le petit Chaperon rouge, quand il est dans le lit avec ce qu'elle croit être sa grand-mère, mais qui est en réalité le loup, commence bien à sentir qu'il y a un problème, et dit au loup qu'elle a envie de faire un besoin urgent. Le loup dit « mais vas-y, fais-le dans le lit ». Et la petite fille dit « non mais tu vas être tout mouillé, ça va pas être bien, laisse-moi sortir ». Le loup dit « d'accord, je t'attache à une corde, tu vas sortir, mais je vérifie que tu restes là ». La petite fille sort, défait le nœud, l'attache à un arbre et se sauve. Et elle se libère toute seule. Vous voyez pourquoi je dis que les princesses ont toujours raison. Elle est entrée dans l'épreuve, dans l'inconnu, mais elle s'est très bien débrouillée toute seule. Voilà en quoi ce que je propose, c'est une lecture philosophique qui nous montre comment dans les contes, il y a des leçons pour apprendre à vivre
en ayant moins peur des obstacles et des difficultés. Mais il y a un deuxième sens à cette phrase, les princesses ont toujours raison. C'est que les contes, ces récits, tentent de nous montrer qu'il y a en chacun d'entre nous une dignité profonde. C'est ça que ça veut dire princesse. En chaque femme, il y a une princesse, en chaque homme, il y a un prince. C'est-à-dire qu'il y a en chacun d'entre nous une dignité profonde, une humanité qui mérite d'être respectée et honorée. Et les contes nous apprennent à cesser de nous dénigrer. Et voilà, parce qu'on a tous tendance à penser qu'on a des problèmes, qu'on est trop angoissé, ou qu'on est trop heureux, ou qu'on est trop ceci, ou qu'on est... On s'en veut tous un peu d'être un peu ce que l'on est. Et les contes nous disent non, non, non. Ça, c'est extérieur, mais au fond de toi, il y a quelque chose de merveilleux. Et ce que j'aime dans les contes, c'est qu'il n'y a pas... C'est pas la princesse a toujours raison, c'est les princesses. Il y a plein de modalités différentes d'être une princesse. On peut être une princesse comme la Belle au bois dormant, comme la Belle et la Bête, comme Cendrillon. On peut être prince de plein de manières différentes. Chaque fois, c'est un chemin qui nous est montré pour retrouver quelque chose de notre propre noblesse, de la merveille qui réside en chacun d'entre nous. Et c'est ça dont parlent les contes. De manière pas du tout niaise, en nous montrant une forme d'espérance sans niaiserie, ils nous montrent comment advenir à nous-mêmes. Pour advenir à nous-mêmes, les contes nous disent, il y a des obstacles. Tout le monde n'est pas gentil, il y a le mal, il y a la méchanceté, mais tu as des ressources pour les dépasser, pour les métamorphoser, pour advenir à toi-même. Et c'est ça que j'ai voulu montrer dans ce livre. Très simplement, raconter les contes, pour que même les enfants puissent les écouter, avec des petits clins d'œil aux adultes qui montrent comment ces récits nous aident profondément à retrouver confiance dans ce que nous sommes. Les contes semblent souvent restreints aujourd'hui pour les enfants. C'est très important de comprendre que ce n'était pas le cas pendant longtemps, que les contes ont la même structure que les mythes, que des récits extrêmement anciens, qui visent à nous éveiller à ce que nous sommes au fond de nous. Et que, au fond, les contes, c'est comme si c'est la racine de tous les récits, mais juste en n'ayant que le squelette. Voilà, le petit chaperon rouge, on n'a pas tous les détails de sa psychologie, de ses sentiments, on a juste la structure. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que les romanciers, les cinéastes, se servent souvent des contes qu'ils actualisent, étoffent, pour faire le récit. D'un certain point de vue, les contes sont des quintessences de récits. Et nous avons tous besoin de récits. On aime aller au cinéma, on aime voir des séries, on aime lire des romans, ça dépend les goûts de chacun, mais on aime bien avoir des récits. Et au fond, les récits nous disent, ce que disent ces contes, c'est qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que nous sentons qu'on n'avait pas complètement vu, comment aller de l'avant, comment, malgré les épreuves, la vie vaut la peine d'être traversée, d'être vécue, d'être appréciée. Et je crois que les contes, c'est un peu la quintessence de cela. Et que de ce point de vue-là, ils sont vraiment extrêmement aidants. Peut-être comme vous, pendant longtemps, je me suis dit « Oh là là, c'est trop beau, mais moi, je suis pas un prince, je suis pas une princesse, ça c'est vraiment... c'est pas pour moi. » Mais quand j'ai commencé à me rendre compte de mon hypersensibilité, j'ai été frappé du conte La princesse au petit pois. Je me suis dit « Ah, oui, au fond, j'ai une leçon pour moi. » Et c'est une des révélations dans ma vie, c'est de lire le conte en comprenant qu'il me disait quelque chose pour moi. Parce que La princesse au petit pois, c'est vraiment passionnant. Elle arrive à la porte du château, en frappant, elle est toute mouillée, complètement fripée, l'antipode de ce qu'est une princesse pour les réseaux sociaux. Là, on est complètement retouché, pailleté, parfaite. Non, là, elle s'en fout des apparences. Elle est comme elle est. Elle rentre, la famille, le roi, la reine et le prince, sans préjugés, la laissent entrer, lui donnent l'hospitalité. Donc elle ose être elle-même. Elle dort, et le petit pois qui l'empêche de dormir symbolise au fond son hypersensibilité. Moi qui suis hypersensible, je sentirais pas un petit pois sur 10 édredons, mais je parle avec quelqu'un et je sens d'un seul coup, au plus profond de moi que là, il y a quelque chose qui dit qui est pas vrai, qui est pas juste,
qui me dit quelque chose de gentil, mais derrière, je sens qu'il y a quelque chose qui grince. Et donc, le conte essayait de me dire, n'aie pas honte de ton hypersensibilité pour devenir accepté et être aimé, mais essaye d'assumer quelque chose de ton hypersensibilité. Et c'est ça, au fond, que fait la princesse. Alors évidemment, elle est un peu maladroite. Le matin, c'est peut-être pas très poli de dire qu'elle a mal dormi de la nuit alors qu'on lui a offert l'hospitalité. Et moi aussi, souvent, à cause de mon hypersensibilité, j'ai dit des choses qui étaient maladroites. Mais le conte apprend que être aimé, c'est aussi être aimé au-delà de ses maladresses, pour que les gens voient au-delà des apparences l'ouverture du cœur. Et ça m'a appris à avoir moins honte de mon hypersensibilité. Et bien sûr, c'est pas toujours parfaitement confortable, mais j'ai appris à que derrière cette hypersensibilité, il y avait beaucoup de tendresse et d'écoute du monde. Voilà pour moi une leçon. J'ai hâte de savoir pour vous quelle sera la princesse dans laquelle vous vous reconnaîtrez et quel est le chemin que le conte vous invite à faire pour être en paix avec vous-même. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai essayé de faire le livre le plus divertissant possible. J'ai fait plein de livres philosophiques pour démontrer plein de choses. Là, je vous ai parlé un peu de l'arrière-plan du livre, mais quand on le lit, ce que j'ai essayé de faire, c'est que ce soit extrêmement amusant, qu'on retrouve des contes qu'on a entendus enfant, peut-être auxquels on n'a plus pensé depuis un certain nombre d'années, et en les relisant, on dit « Ah !» Ça nous permet de revisiter notre enfance, des tas de souvenirs, et de découvrir des trésors qu'on n'avait peut-être pas vus. En tout cas, c'est mon souhait. J'espère que ça vous donnera envie de le lire, et je vous embrasse tous.